Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans Face à Michel Onfray sur CNews et sur Europe 1. Bonjour Michel. Bonjour Laurence. Prêt à commenter, à décrypter l'actualité de la semaine? Toujours prêt. C'est parti. On commence par la France insoumise, qui pousse tous les curseurs à fond pour tenter de sortir de la polémique dans laquelle elle est plongée. Après la mort de Quentin, 23 ans, à Lyon, des suites des coups violents qui lui ont été portés par des membres de la jeune garde du député insoumis Raphaël Arnaud. Que pensez-vous de cette stratégie politique, Michel, qui vise à pratiquer l'inversion accusatoire, la diabolisation de l'adversaire et notamment des médias? L'extrême gauche s'est fait une spécialité de l'hystérisation du débat public. Elle annonce même qu'elle pourrait ne pas respecter le choix des urnes de l'élection si elle portait au pouvoir ce qu'ils appellent les fascistes, c'est-à-dire le Rassemblement national. Qui sont les fascistes? Tiens, les antifascistes. Est-ce que ces mots ont encore un sens à vos yeux, Michel? D'où vient cette tradition des groupuscules violents qui ont toujours existé dans notre pays et qui traversent les courants politiques? Petite leçon d'histoire à venir. On évoquera aussi le cordon sanitaire qui est appelé de ses voeux par certains partis politiques, notamment la droite et le Rassemblement national, pour faire barrage à la France insoumise lors des prochaines élections, municipales ou encore présidentielles. Les partis de gauche, notamment le PS et le PC, restent très flous sur la question. Et comme vous le savez, quand c'est flou, il y a un loup. On parlera bien sûr de la loi controversée sur l'aide à mourir qui a été votée par l'Assemblée nationale, tout comme un texte beaucoup plus consensuel sur l'accès aux soins palliatifs, qui reste encore très inégal sur l'ensemble du territoire. On entend parler de rupture anthropologique, on vous écoutera là-dessus Michel. Les médecins en tout cas et les soignants se sont insurgés contre cette loi sur l'euthanasie. Enfin le point philo Michel, les pensées de Pascal, un chef-d'œuvre de la philosophie occidentale et de la pensée chrétienne. Pascal parlait de la misère de l'homme sans Dieu. Alors en quoi est-il encore notre contemporain? Je vous pose la question tout à l'heure. Ça va pour le menu? Vous êtes... C'est parfait. Allez, on va commencer par Quentin. Les obsèques de ce jeune homme ont eu lieu cette semaine dans la plus stricte intimité familiale. Et puis près de 15 jours après sa mort, on voit que la polémique est toujours aussi vive, à la fois autour du groupuscule de la Jeune Garde. Il y a une action judiciaire qui vient d'être lancée, puisque visiblement ce groupe avait été dissous, mais ne l'a pas été. Et puis il y a le côté France Insoumise, qui évidemment, dont la responsabilité morale et politique est mise en cause par un certain nombre de partis politiques. Il y a aussi certains qui se sont acharnés sur la mémoire de Quentin. On va écouter notamment Jean-Luc Mélenchon. Michel Onfray, je vous passe la parole. On dit des choses qui ne sont pas, comme on dit à Bompard. Là, vous n'avez pas exprimé de compassion, monsieur Bompard. On ne voit pas les larmes couler sur vos joues quand vous abordez ce sujet. C'est incroyable. Et il faut dire, oui, pardon, nous avons beaucoup de compassion. Qu'est-ce que ça veut dire que tout ça? Et il y a des choses qu'il est interdit de dire. Par exemple, on ne peut pas parler des raisons pour lesquelles le jeune homme à Lyon était présent ce jour-là. Il passait dans la rue après avoir été une partie de cartes, sans doute. Il est impossible de dire qu'il préparait un traquenard contre d'autres, et ainsi de suite, et que c'est un néo-nazi. Vous entendez l'accusation qui est portée contre ce jeune qui est mort de la part de Jean-Luc Mélenchon, Michel Onfray? Comment ça vous fait réagir? C'est le fond de l'obscénité. C'est le fond de l'obscénité. D'abord, je pense que l'inhumanité consiste à cracher sur les morts. Quand on a un peu le sens de l'honneur, quand on a le sens de la dignité, du combat, enfin un certain nombre de vertus anciennes et vertus chevaleresques, quand on a un mort, et on le respecte. Et même aujourd'hui, les gens qui font de la chasse à courre, ils respectent le cerf qu'ils ont tué, ils lui mettent une branche dans la bouche, enfin il y a tout un rituel, on respecte celui qu'on a tué. Et là, c'est très exactement le contraire. C'est-à-dire on s'acharne sur le cadavre, et on s'acharne sur sa mémoire. Et ce n'est pas la première fois. C'est-à-dire c'est régulièrement comme ça que ça se passe. Chez Mélenchon, il faut tout ramener à la Révolution française, sans cesse. C'est-à-dire qu'ils ne se sont pas contentés de tuer, ils ont parfois humilié la princesse de Lamballe quand ils l'ont massacrée, et ils ont prélevé, on me pardonnera de donner les détails, mais prélevé son pubis pour lui faire une moustache, une barbe. Il fallait humilier le corps mort en plus. C'est-à-dire, on peut imaginer que quand on a tué, ça suffit. Non, pas du tout. Quand on a tué, on décapite, on enlève la tête. Et puis après, on met du foin dans la bouche. On met ça au bout d'une pique. Et puis, le vicomte de Belzins, à Caen, est empaillé comme ça. Et on viole les sépultures des rois. Et on viole les sépultures, etc. C'est-à-dire que tout ça est très logique chez lui. Et puis, la logique de la Révolution française qui a généré Octobre 17, je rappelle que Octobre 17, pour beaucoup de gens, c'est le cinéma. Et c'est Eisenstein, et c'est Octobre 17, et d'un seul coup, la Révolution elle est formidable, etc. Pas du tout. C'est un petit putsch, un petit coup d'État. Et pendant ce coup d'État, là, un certain Vladimir Ilyich Ulyanov, qui s'appelle Lénine, est déguisé en femme.
Hein, ce monsieur, comme la révolution, elle se fait avec des putschistes qui font un coup d'État avec Lénine qui est habillé en femme. Il s'habille en femme, monsieur Mélenchon, quand il fait ce genre de choses. C'est-à-dire que c'est le petit personnage qui, derrière son petit micro, est en train d'insulter, est en train de baver sur les morts, est en train de détruire tout ce qui fait l'humanité d'un homme. C'est-à-dire, on a tué quelqu'un, c'est un adversaire politique, et je fais bien la différence entre adversaire et ennemi. On arrête de lui cracher dessus, de donner des coups de pied au cadavre, de continuer à dire nazi, néo-nazi, fasciste, etc. Rien ne prouve en plus, absolument. Mais en plus de ça, on ne peut pas prouver quelque chose qui n'existe pas. Le fascisme, ça n'est pas ça. L'antifascisme, ça n'est pas ça non plus. Moi, je m'insurge contre le fait qu'on puisse dire, y compris sur ces plateaux, antifa. Non, ce ne sont pas des antifascistes. Jean Moulin est un antifasciste. Et Malraux disait que le dernier des antifascistes, c'était le général de Gaulle. Et j'aimerais bien que... Parce que d'abord, pour qu'il y ait des antifascistes, il faut qu'il y ait un fascisme. On a vu Mme Panot, qui a une rhétorique qui est une vraie sophistique, et qui nous dit, il y a des antifascistes, et bien il y a la preuve qu'il y a des fascistes. C'est comme si l'existence des exorcistes était la preuve de l'existence de Dieu. Ça reste quand même tout ça à démontrer. Et donc, il y a cette fascination pour la violence, elle est très ancienne chez lui, et là, pour le coup, il n'y a pas de raison qu'il se retienne, puisque la justice, les magistrats, les journalistes, tout le monde le laisse faire. Tout le monde laisse faire un gramme de ce qu'il fait du côté de Marine Le Pen, et elle est tout de suite en prison. Bien sûr. Écoutons Mathilde Panot, parce que la patronne des députés LFI, vous venez de l'indiquer, a tenu des propos inquiétants, disant d'abord « nous sommes les antifascistes », et puis surtout elle a dit « si le RN passe, nous ne reconnaîtrons pas le résultat des urnes ». Écoutons Mathilde Panot. De dire que nous n'accepterons jamais dans notre pays que le fascisme prenne le pouvoir légalement par les urnes, ce que veut faire Marine Le Pen, entourée de tous ces groupuscules d'extrême droite qui pullulent autour d'elle. Et nous ne céderons pas un pouce sur cette question-là. Nous ne céderons pas d'un mètre face à l'extrême droite, parce qu'à la fin, c'est ce qu'ils veulent. C'est clair dans ce que dit Mathilde Panot, Michel Onfray, c'est le résultat des urnes. Au nom de la lutte contre le fascisme, nous ne le reconnaîtrons pas. Oui, mais enfin, je voudrais que... C'est ce qu'on fait, vous et moi, à chaque fois. On fait un peu de philosophie de l'histoire aussi. Mais rappelez qu'il y a une vieille jurisprudence, 2005-2008. C'est-à-dire, quand le peuple dit en 2005, nous ne voulons pas du traité européen, un certain Nicolas Sarkozy et un certain François Hollande disent, vous l'aurez quand même. Et la totalité de la droite de l'époque, enfin de cette droite-là et de cette gauche-là, ont dit, oui, traité de Lisbonne, et puis voilà. Et quand Emmanuel Macron a été président de la République, certes, il a gagné 2 fois dans les conditions que nous savons, c'est-à-dire avec le fameux réflexe antifasciste, mais il a perdu toutes les autres élections, et il n'en a tiré aucune conclusion. Il fait comme Mme Panot, et on lui dit, vous avez perdu les européennes, je les ai gagnées. Vous avez perdu les législatives, je les ai gagnées. Vous avez reperdu les européennes, je les ai gagnées. Il n'y a pas de raison qu'eux ne s'y mettent pas non plus, puisque finalement, ils font de la petite politique politicienne, ils sont à peu près semblables. Moi, je renvoie dos à dos Macron et Mélenchon. Donc, on va reparler du général de Gaulle, mais je veux dire, le général de Gaulle, lui, quand il perdait une élection, il s'en allait. Eux, quand ils perdent des élections, ils disent non, mais on reste. Et là, ils disent, vous allez peut-être gagner les élections, Rassemblement National. Non, on descendra dans la rue et vous ne les aurez pas gagnées. Ça, je veux dire, qui récolte le vent, qui sème le vent, récolte la tempête. Tous ces gens qui ont méprisé le peuple, les résultats des démocraties, en mauvaise grâce aujourd'hui, à dire c'est pas bien ce qu'elle dit Mathilde Panot, c'est pas bien ce que disent les chefs de l'État, les hommes politiques, les députés, les sénateurs et tous ceux qui, dans des partis, nous disent mal voté, on va considérer comme nul et non avenu votre vote. Michel Onfray, on est dans votre émission face à Michel Onfray sur CNews et Europe 1. Un tout petit arrêt sur les mots fascisme, antifascisme. Oui. On les utilise à tout bout de champ. Est-ce que ce sont des notions qui ont encore une réalité aujourd'hui? Et qu'est-ce qu'elles recouvrent exactement à vos yeux? Il y a souvent une polysémie, un double sens parfois aux mots. Quand vous dites de quelqu'un, moi par exemple, je suis matérialiste. Parce que je pense qu'il n'y a que de la matière en philosophie. Mais un matérialiste, c'est aussi quelqu'un qui pense qu'il n'y a que de l'argent, que l'argent qui est intéressant, etc. Vous dites, il y a des idéalistes. En philosophie, l'idéaliste, c'est celui qui pense qu'il n'y a que des idées. Ou alors, c'est aussi le personnage qui estime que, finalement, il faut refaire le monde, que ce serait tellement bien, que, etc. Il y a une polysémie sur les mots. Il y a un sens historique au mot fasciste. Il y a un sens historique au mot antifasciste. D'abord, c'est fasciste. Et c'est parce que Laval, qui est un Auvergnat, chuinte comme chuintaient les Auvergnats, que le fascisme, et donc on a dit fascisme. Mais ici, le fascio italien, c'est-à-dire le faisceau qui donne son nom au fascisme, moi je reprends aussi le mot fascisme, il suppose effectivement une période historique qui a un nom particulier. Le créateur, il s'appelle Benito Mussolini, il vient de l'anarchie, de la gauche, du socialisme, enfin, il vient de ça. Et n'oublions pas que dans le national-socialisme, il y a aussi socialisme. Il faudrait s'interroger sur ces questions-là. Donc oui, le fascisme est une réponse au bolchevisme.
Et il se constitue comme tel. C'est-à-dire qu'on est en 1917, octobre 17 pour la Révolution russe, et vous avez, à partir des années 20, cette réaction. Le fascisme, il est réactif. Il dit, nous ne voulons pas du bolchevisme, en utilisant les méthodes du bolchevisme. C'est ça qui est sidérant. Et puis après, vous avez Lénine qui, arrivant au pouvoir, laisse sa place, dans les conditions que nous savons, parce qu'il meurt, mais à Staline. Et Staline, lui, il donne un deuxième sens au mot fasciste. C'est-à-dire qu'il y a un sens historique, et lui, il lui donne un sens polémique, qui est toujours celui qu'utilisent aujourd'hui les gens. Moi, je me suis fait traiter de fasciste il y a 15 ans, j'étais un précurseur. Et là, il y a des gens qui finissaient par le croire. Simplement, aujourd'hui, comme tout le monde a été traité de fasciste... Tout le monde est fasciste maintenant. Plus personne ne l'est. Exactement. Et c'est un peu ça le problème, y compris avec nos amis juifs. C'est-à-dire que quand on a vu de l'antisémitisme partout, et moi, dès que j'ai dit que j'étais athée, en écrivant le traité d'athéologie, on a dit « Ah, bah, évidemment, il est islamophobe et il est antisémite, etc. » Après ça, etc. Enfin bon, je veux dire, la façon d'insulter les gens en disant qu'ils sont antisémites, c'est une façon de mépriser l'histoire, mais en même temps la réalité. Parce que quand il y a un vrai fascisme, qu'est-ce qu'on en fait? Quand il y a un véritable antisémitisme, qu'est-ce qu'on en fait? Quand on a traité tout le monde d'antisémite, on ne peut plus traiter d'antisémite ces gens qui trouvent que le Hamas est formidable et que c'est un mouvement de libération, etc. Donc c'est un signe de décadence de ne plus pouvoir utiliser les mots. Aujourd'hui, c'est devenu une insulte. Ce garçon qui se fait rouer de coups et à qui on dit des coups de pied dans la tête, des coups de pied dans la tête, on dit c'est un néo-nazi, puis après on enlève le mot de néo, puis on dit c'est nazi. Et vous avez des gens qui paradent à la télévision, des professeurs d'université, Madame Ségolène Royal, enfin un certain nombre de gens qui devraient avoir l'intelligence et la culture, elle a même l'âge, qui devrait justifier ça, Madame Ségolène Royal, de ne pas utiliser ce genre d'argument. Ou alors, elle a l'idéologie, ce que je pense, l'idéologie bolchevique ou néo-bolchevique, parce qu'elle pense qu'il y a toujours aussi un petit trou de souris pour les présidentielles et que Monsieur Villepin pense pareil et Monsieur Hollande pense également la même chose. Donc évidemment, on reprend le vocabulaire de l'adversaire. Mais si les mots ne signifient plus rien, c'est aussi l'analyse qu'en fait Orwell de 1984, mais à ce moment-là, effectivement, il n'y a plus de fascistes, c'est ça le problème, parce que quand il y en a, qu'est-ce qu'on en fait? Et puis, il n'y a plus d'antisémites, parce que quand on en a, qu'est-ce qu'on en fait? Michel, on a beaucoup parlé des groupuscules d'extrême gauche, des groupuscules d'extrême droite. Il y a des comparatifs qui ont été faits sur le nombre de victimes de part et d'autre. Ils ont toujours existé, ces groupuscules violents. C'est une tradition historique française ou pas? Ah oui, oui, oui. Oui, moi je pense que la vraie matrice, c'est la Révolution française. Donc on a 1789, puis on a 1793, c'est-à-dire la terreur. Et la terreur, c'est la loi sur les suspects, c'est le tribunal révolutionnaire. J'avais dit d'ailleurs en son temps que le mauvais traitement qu'on a infligé à Nicolas Sarkozy procédait de cette logique du tribunal révolutionnaire. C'est-à-dire on supprime l'appel. Vous êtes condamné, et puis du simple fait que vous soyez suspect, vous êtes condamné. Et d'ailleurs, dans la loi sur les suspects, on disait qu'un suspect, c'était quelqu'un qui n'avait pas forcément montré assez de zèle révolutionnaire. Donc il y avait les contre-révolutionnaires réels, il y avait les prêtres, il y avait les aristocrates, les nobles, il y avait éventuellement les serviteurs des nobles. Si vous êtes une jeune fille qui sert les repas d'un marquis, eh bien vous étiez coupable, etc. Et on dit aussi coupable celui qui n'aura pas été assez zélé. C'est quoi ne pas être assez zélé? C'est-à-dire ne pas être jacobin et ne pas dire oui à Robespierre quand Robespierre dit quelque chose. C'est-à-dire si vous êtes girondin, vous n'êtes pas zélé et hop, on en envoie une vingtaine à la guillotine et on les détruit. Donc c'est une tradition qui est restée. Et au départ, la Révolution française, ce sont des gens qui sont manœuvrés, manipulés. Et on les appelle des sans-culottes, mais ce sont des gens qui veulent du sang, qui veulent verser le sang. Et il y a une nouvelle émission à CNews avec Gauthier Lebret et puis Éric Tegner qui montre des images. Et c'est extrêmement intéressant. Parce que là, on voit des gens. On n'a pas besoin de faire forcément des grands discours. Et on voit l'espèce de degré zéro de l'intelligence des gens qui manifestent. Moi, je suis fasciste, nazi, mais t'es un nazi. Je dis, mais vous ne pourriez pas parler normalement, correctement, en faisant des phrases correctes, en arrêtant d'éructer, d'utiliser des mots comme des insultes, et puis de s'approcher. Non, je ne pense pas. Ce sont des gens qu'on a fabriqués après l'école de mai 68, c'est-à-dire on a des gens incultes. Il y avait eu aussi à CNews des micro-trottoirs où on disait à des gamins qui sortaient de l'école, c'est quoi la Shoah? Oh, c'est le truc des Juifs. Oui, donc quand ces gens pensent que c'est le truc des Juifs ou que Mathilde Panot défend la Palestine et qu'il y a un journaliste bien avisé qui lui dit à l'est ou à l'ouest du Jourdain et qu'elle dit mais je ne sais pas, effectivement. Je ne sais pas. Vous voyez l'inculture. Oui, ces gens-là manquent de culture. Donc quand vous manquez de culture, vous avez des gros bras et puis ça prend la place. Alors vous parlez des tribunaux révolutionnaires. C'est un peu ce qui s'est passé cette semaine. Il y a eu une conférence de presse assez lunaire de Jean-Luc Mélenchon avec des journalistes triés. Tout le monde n'y a pas eu droit, et Dieu merci. On va écouter ce qu'il a dit. Donc lui, il affirme qu'on assiste au retour des pétainistes, on l'a déjà un tout petit peu évoqué. Et puis il y a Sophia Chikirou, qui est candidate à Paris, qui est allée encore plus loin et qui a traité donc les journalistes
Vous allez écouter de Nazi au petit pied. Enfin, elle a dit à petit pied, mais la vraie citation, c'est au petit pied. Écoutons-la. Virez les fascistes de l'Assemblée. Virez les fascistes des conseils municipaux. Virez les fascistes des médias, parce qu'on n'en peut plus des laquais des fascistes sur les plateaux télé. Vous nous dégoûtez. Vous n'êtes pas journaliste. Vous n'avez rien de journaliste. Rendez la carte. Vous êtes des petits agents. C'est ce que Simone Veil appelait les nazis à petits pieds. Voilà ce qu'ils sont, des nazis à petits pieds qui portent la cravate, se font beaux, se maquillent sur les plateaux télé et nous donnent des leçons. Vous nous prenez pour qui? À quel moment vous croyez qu'on va baisser les yeux? À quel moment vous croyez que vous nous intimidez? À quel moment vous croyez que vous nous faites peur? Voilà la harangue de Madame Chikirou. Tous les éléments sont réunis là. L'illustration de tout ce que je disais, c'est-à-dire 4 ou 5 mots avec lesquels on jongle, fasciste, nazi, fasciste, antisémite, et puis l'insulte, on éructe, le vocabulaire c'est quoi? C'est 20 mots, et puis on dit, elle dit quoi? Elle est exactement la même chose, je ne vais pas me mesurer, mais enfin pendant une minute, c'est très exactement la même chose. Ça manque quand même de contenu, ça manque de densité, mais c'est insultant, c'est virulent, c'est agressif, tout avec la gestuelle menaçante. Oui, voilà des gens qui, effectivement, auraient très bien pu faire fonctionner les tribunaux révolutionnaires en 1793 et, hélas, pourraient très bien les faire fonctionner aujourd'hui ou demain. La liberté de la presse, c'est pas une donnée... Ça ne les a jamais intéressés. Vous savez, les révolutionnaires, ça a été déjà leur travail. C'est-à-dire ils ont déjà détruit les presses sur lesquelles existaient des journaux libres et ne sont devenus journaux officiels que le père Hébert, le père Duchesne de Hébert, oui, qui était un personnage qui a insulté tout le monde. Dans ce genre de registre, grossièreté, vulgarité, etc., il n'y avait que des grossièretés, des vulgarités, il n'y avait que des insultes, pas d'analyse, pas de réflexion, c'était les suppôts de l'étranger, on caricaturait les gens, on les représentait comme des animaux, comme des autruches, comme des hyènes puantes, et ce genre de choses, c'est déjà dans la presse révolutionnaire. Et quand Hébert se fait décapiter lui aussi, alors on ne voit pas plus lâche et couard comme personnage. Dans sa prison, il hurlait qu'on l'épargne, lui qui voulait absolument qu'on envoie tous les jours des fournées à la guillotine. Je veux dire, la comparaison n'est pas raison, mais je veux dire que quand vous prenez le fonctionnement de la presse, quand vous prenez les tribunaux révolutionnaires, quand vous prenez l'insulte, quand vous prenez l'éloge de la violence, nous sommes même pas dans une situation pré-révolutionnaire, c'est la révolution qui commence. Michel, il y a aussi la question des universités et des conférences politiques, en tout cas des meetings politiques dans les universités, parce que c'était ce que faisait Rima Hassan le jour où Quentin a été tué. On va juste écouter Fabrice Balanche, qui est un prof, maître de conférence à l'université Lyon 2, qui a été exfiltré de son cours l'an dernier, on s'en rappelle. Il avait été menacé par des manifestants pro-palestiniens. Lui, il dit qu'il faut interdire les conférences politiques dans les universités. On l'écoute. Les conférences politiques, effectivement, doivent être interdites, parce que depuis le 7 octobre 2023, on a une offensive de la France insoumise sur les universités. S'ils veulent faire des conférences politiques, ils demandent une salle à la ville, mais ils ne viennent pas à l'université. Ce n'est pas le lieu. L'université doit être neutre religieusement et neutre politiquement. Ils viennent chercher en fait une caution scientifique à leurs propos. C'est pour ça qu'ils insistent pour avoir une salle dans une université, alors que ce n'est que de la propagande. Donc il faut absolument les interdire. Les universités sont le vivier aujourd'hui de recrutement de la France insoumise, Michel Onfray. Oui. Moi, je suis contre l'interdiction. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Je suis pour qu'on puisse au contraire inviter tout le monde. Et débattre. Sauf que tout le monde n'est pas invité. Non, mais non, bien sûr. Non, mais quand quelqu'un dit il faut changer les choses et moi je propose l'interdiction, je dis non, il faut changer les choses, ne pas interdire, mais obliger à accueillir tout le monde. C'est-à-dire obliger à la création d'une association, j'en sais rien, mais qui piloterait ce genre de choses et qui pourrait faire état d'une invitation, de machin, de bidule, d'un tel, de sorte que la droite, la gauche s'y trouve, que les croyants, les non-croyants s'y retrouvent, etc. Le problème, c'est pas d'interdire les manifestations politiques, c'est qu'on n'interdirait pas les gens qui interdisent les manifestations politiques. C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir inviter, je sais pas, et Zemmour et Edwy Plenel, si l'on veut, quand on veut, comme on veut. Et personne ne devrait empêcher Zemmour et Edwy Plenel de se... Mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. Ouais. Mais moi, je suis pour le pluralisme et pour la possibilité
possibilité de permettre à tout le monde de s'exprimer. Si on commence à dire non, on interdit, mais qui on va interdire? On n'interdit pas parce que les autres interdisent. Il faut renvoyer dos à dos les gens qui pensent que la solution, c'est l'interdiction. Non, la solution, c'est le pluralisme, et c'est d'imposer le pluralisme. En disant, mais vous allez inviter des gens de droite, des gens de gauche, des gens qui croient en Dieu, des gens qui n'y croient pas, et personne ne va troubler le débat. C'est bêtement ce qui se passait. Parce que le débat d'idées, il est essentiel pour la construction justement des jeunes cerveaux. Mais il n'existe plus. Il n'y a pas dans ces endroits-là. D'abord parce que vous avez une espèce de sous-prolétariat intellectuel qui veut un grand soir, parce que voilà des gens qui ont fait des études universitaires, qui ont décroché des concours importants, qui sont agrégés, qui sont certifiés, qui sont docteurs, et qui estiment que finalement, ils ont des petites payes, ils ont un statut assez précaire, que c'est pas forcément très excitant. Ils ont fait une thèse, ils ont fait 10 articles à partir de leur propre thèse. La thèse est éventuellement publiée, elle est vendue à 250 exemplaires. Il y a les copains qui ont acheté, etc. Donc on a une espèce de sous-prolétariat intellectuel qui fonctionne au ressentiment. Ça aussi, c'est une caractéristique et une signature de la Révolution française, le ressentiment. Moi, j'ai écrit plusieurs textes sur ce sujet-là, mais toutes les grandes figures de la Révolution française, les Marat dont je parlais tout à l'heure, ou les Hébert, etc., sont des ratés avant la Révolution française, des nullards. Des gens qui n'ont rien fait de leur vie. Des gens qui voulaient être aristocrates. Par exemple, Marat a fait le nécessaire pour acheter une particule. Robespierre écrivait des petits poèmes quand il était à Arras dans le Nord, et il avait des petits prix littéraires locaux de sous-préfecture, on dirait aujourd'hui. Et tous ces gens qui se sont pris un jour ou l'autre pour Bourdieu ou pour Jean-Paul Sartre, et qui ne sont pas grand-chose, sont des gens effectivement qui sont dans l'agressivité, dans la méchanceté, dans la haine, dans le ressentiment, et qui vocifèrent. Donc c'est un peu ça le problème. C'est ce qu'on appelle la gauche culturelle. Elle est aujourd'hui fonctionne plus au carburant du ressentiment que de la scientificité ou de la science. Et de l'enthousiasme. On va faire une petite pause, Michel. On se retrouve dans un instant dans Face à Michel Onfray. On évoquera le climat politique pour les élections municipales prochaines et la prochaine présidentielle aussi, parce que on sent qu'il va y avoir un climat de tension extrême. Et puis on se posera la question du cordon sanitaire. Est-ce qu'il faut mettre en place un cordon sanitaire contre la France insoumise? On en débat dans un instant. À tout de suite. On se retrouve pour la seconde partie de Face à Michel Onfray sur CNews et sur Europe 1. On a évoqué, Michel, ce climat politique qui se tend avec ces invectives du côté de l'extrême gauche. Est-ce que ça peut dégénérer dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, en perspective de la présidentielle? Vous croyez qu'on peut arriver à un scénario, on ne va pas parler de guerre civile, il ne faut pas employer les grands mots. Je vois que vous me dites peut-être c'est une éventualité. J'utilise le mot. C'est-à-dire quand vous avez dans la rue des Français qui tuent d'autres Français, et puis des Français qui se réjouissent au fait de tuer des Français, ça s'appelle une guerre civile. Donc j'entends parfois sur les plateaux, je n'irai pas jusque-là, etc. Mais pourquoi elle est commencée depuis un certain temps? Donc oui, il y a au moins deux France. Il y a une France qui est prête à tuer l'autre. Il y a une France qui tue l'autre. En plus de ça, alors évidemment, il y a des gens qui font des comptabilités. Oui, il y a X gens d'extrême droite qui ont tué des camarades de gauche, etc. Alors que finalement, c'est complètement faux. C'est du performatif, comme on dit. Je dis donc c'est vrai. Non, c'est pas du tout comme ça que les choses se passent. Quand on est dans une société où la magistrature, les grands corps de l'État prennent le parti de ceux qui tapent sur les gamins qui, dans la rue, défendent la France et sont traités de nazis, c'est que oui, il y a déjà de la révolution, mettons ça entre guillemets, et de la guerre civile. De toute façon, la France est un pays de guerre civile. Il y a les guerres de religion, la Révolution française, la Commune, ce sont des Français qui tirent sur des Français. Pétain, c'est la même chose. Pétain et le général de Gaulle, guerre civile aussi. Quoi qu'on dise, la guerre d'Algérie, c'est une guerre civile également. Les Algériens étaient Français jusqu'à 1962 et on tire sur des compatriotes. Donc on a une culture en France de la violence, de la radicalité révolutionnaire et de la guerre civile. Oui, ça ressemble à une guerre civile. Je cite beaucoup Taine, dont j'aime beaucoup l'histoire sur les origines de la France contemporaine. C'est une dizaine de volumes. Mais les premiers volumes sont consacrés à raconter la situation révolutionnaire. Parce que Taine, il ne dit pas, allez, le 14 juillet, il se passe ceci, il se passe cela. Comme Gaxot ou des gens comme ça. Vous dites juste, mais il s'est passé plein de choses avant. Qu'est-ce qui fait qu'un jour, il y a quelque chose qui s'appelle le 14 juillet? Qu'est-ce qui fait qu'un jour, on décapite quelqu'un, on met sa tête au bout d'une pique, et tout le monde dit « Ah, formidable, fantastique », et qu'il y a des gens qui arrachent le cœur d'autres individus, qui boivent le sang, qui restent dans le cœur, etc. Oui, mais le vicomte de Belzunce, ça lui arrive à Caen, et ils sont en train de rôtir le cœur du vicomte, et ils jouent au football avec le cœur. C'est dans l'histoire de la Révolution française de Michelet. Il y a un deuxième exemple de cannibalisme pendant la Révolution française, et c'est à Aix-en-Provence, il est aussi raconté dans l'histoire de la Révolution française de Michelet. Donc la Révolution française, c'est ça, hein, c'est pas une partie de rigolade. Et vous avez là la France insoumise qui dit « Nous avons la milice prête
avec l'arme au pied, hein, et si Marine Le Pen arrive au second tour, ou si elle est élue même, eh bien, ou même si elle arrive au second tour, je pense que ça suffirait, eh bien, monsieur, le fameux député fiché S, est le commandant général de ces milices qui sont un peu partout, qui sont dormantes et qui sont prêtes. Il suffira de dire, allez-y. Et qu'est-ce que vous allez faire quand vous êtes Emmanuel Macron et que vous avez des incendies de voitures dans les rues, pas seulement des incendies de poubelles, que vous avez des massacres? Je rappelle que dans les dernières quelques-unes des manifestations, on n'en a pas beaucoup parlé, mais il y a eu des portes d'immeubles qui ont été fracturées avec des gens qui étaient prêts à aller vandaliser dans les domiciles, des domiciles privés. Et oui, et qu'est-ce que vous faites quand vous êtes Emmanuel Macron et que vous êtes à la tête de l'État français et que vous avez finalement, d'une certaine manière, depuis deux quinquennats, une décennie, ça me paraît tellement long, que vous avez fait savoir que globalement vous avez pris le parti d'une partie de la France contre l'autre partie. Alors, justement, est-ce que ça a un sens, Michel, de parler de cordon sanitaire contre la France insoumise? C'était ce qui était réservé au Rassemblement national jusqu'à présent. Puis quelle est l'attitude de la gauche? On sait que ça louvoie beaucoup du côté des socialistes, écologistes, communistes. Écoutons François Hollande qui, lui, a un avis sur la question. Nous savons bien que l'extrême droite, depuis longtemps, a toujours eu un rapport à la violence. Et ce que nous ne pouvons pas accepter, c'est que un parti, en l'occurrence LFI, Jean-Luc Mélenchon, puisse entretenir en son sein un groupe qui puisse lui aussi participer d'une action violente. Il y a une responsabilité morale de ne pas clarifier ce que doit être le rapport d'une formation politique avec un groupe qui s'appelle en l'occurrence la Jeune Garde. Alors on vient d'entendre François Hollande. Qu'est-ce que vous en pensez, Michel Onfray? Il est facile à décoder. Lui, il veut le pouvoir, il veut revenir au pouvoir, il veut sa revanche. Il déteste toujours Nicolas Sarkozy. Et donc, il veut revenir et, en bon stratège, il se dit je prépare ma guerre. Donc il avance ses troupes, donc il présente ici des gens qui sont les siens, et puis il me dit il va falloir que je m'entende avec eux, mais je ne peux pas complètement les soutenir. Enfin bon, la petite tambouille dont il est capable, il a passé sa carrière à ne faire que ça. Un long temps au Parti Socialiste, et il a mis le Parti Socialiste dans un drôle d'état, et un long temps aussi, 5 ans, aux affaires de la nation et de la France, du pays. Mais il n'y a que ça qui l'intéresse, exactement comme Madame Royal. Je pense que si on veut rentrer dans le cerveau de ces gens-là, c'est je veux y retourner pour Hollande, et pour Madame Ségolène Royal, je veux y aller. Et le cordon sanitaire, ça a un sens ou pas? De dire on va isoler la France insoumise? Il y a l'éthique. Enfin, vous savez, Max Weber parlait de l'éthique de conviction et de l'éthique de responsabilité. L'éthique de conviction, c'est j'ai des idées, j'ai des principes, je ne déroge pas. L'éthique de responsabilité, c'est bah oui, mais le réel, c'est pas si simple que ça. Dans la réalité, tu fais quoi, tu fais comment, etc. Ces gens-là, ils ont des discours d'éthique de principe. Il faudrait voter pour moi quand j'y serai, etc. Et puis après, quand il s'agit d'être élu ou pas élu, c'est le principe de responsabilité. Oui, mais il faut faire face au fascisme. Donc vous comprenez bien, on va juste demander au type qui va voter pour nous, ou appeler à voter pour nous, la France insoumise, est-ce que vous condamnez les choses, les pratiques violentes? Et le type dit oh oui, je condamne les pratiques violentes. Vous avez vu, il nous a bien dit qu'il condamnait la violence, donc on peut tout de même s'associer avec eux. Et c'est comme ça que ça va se passer. Je veux dire, ces gens-là nous disent tous, Monsieur Gage, spécialiste des leçons de morale données sur ces plateaux, qui s'en viennent nous dire je vote, mais je vote pas, mais je voterai, mais s'il faut voter, je voterai pas parce que je voterai, et je voterai pour parce que je voterai contre. Et à un moment donné, on a envie de dire ce serait quand même bien que tu fasses un peu la paix avec ta conscience, mon garçon, et que tu nous fasses savoir si c'est pour ou si c'est contre. Et quand on a le mot de morale à la bouche en permanence comme ça, on devrait pouvoir la pratiquer un peu. Et dire non, je ne m'associerai pas à des gens qui estiment que le Hamas est sympathique. Et je ne m'associerai pas à des gens qui s'associent à ceux qui s'associent. C'est aussi ça la chose. C'est pas seulement la radicalité de la France insoumise. On dit oh mais il y a des gentils à la France insoumise. Bah oui, ceux qui se sont fait virer. Et ils sont redevenus un peu intelligents. Les Garrido, Corbière, Ruffin, etc. Autain. Mais quand ils n'étaient pas virés, ils faisaient partie de la garde prétorienne. C'était exactement la même chose. Donc il y a deux choses. Il y a les partis qui veulent absolument avoir l'argent qui leur permet de mener la bonne vie, les élus qui veulent continuer à être à leur poste, qui se moquent tous de la France,
Ils vont tous en parler, mais ils s'en moquent tous. Et il faudrait dire, est-ce que c'est bon pour la France ou est-ce que c'est mauvais pour la France? Ces gens-là disent éthique de responsabilité. Et éthique de conviction. Éthique de responsabilité, je ne vais pas être élu. Donc, comment est-ce que je fais? Et là, c'est j'accepte. Et puis après, on va dire, oui, mais vous savez, les municipales, c'est le remplissage des chemins, c'est l'éclairage public, c'est le menu dans les cantines, ça n'a rien à voir avec le Hamas, etc. Si, ça a à voir avec le Hamas. On ne peut pas s'associer à des antisémites. On ne peut pas s'associer à des antisémites. Point barre. On ne peut pas s'associer à des antisémites. Et on ne peut pas s'associer à ceux qui s'associent avec eux. Simplement, pour ça, il faut avoir un peu d'éthique, un peu de morale. Et quand on a un peu d'éthique, un peu de morale, on ne fait pas de politique. On est en face à Michel Onfray sur CNews et sur Europe 1. Michel, cette semaine, l'Assemblée nationale a voté 2 textes. L'un sur les soins palliatifs, évidemment consensuels, voté à l'unanimité, parce qu'il y a encore de nombreux pans de notre territoire où les malades en fin de vie n'ont pas accès aux soins palliatifs, ce qui est un véritable scandale. L'autre sur l'aide à mourir. C'est une loi qui crée un précédent, évidemment, dans notre pays, parce que ce texte est l'un des plus permissifs au monde. On va écouter 2 points de vue différents, c'est important pour nos auditeurs téléspectateurs qui se fassent leur opinion. Olivier Falorni, député MoDem, qui lui a porté ce texte sur l'aide à mourir, et puis Philippe Juvin, qui lui s'est opposé, d'abord en tant que médecin, et puis après à ce texte. On écoute d'abord M. Falorni et M. Juvin ensuite. J'ai vraiment eu le sentiment d'un moment décisif dans le processus qui va nous amener, j'en suis maintenant convaincu, vers l'adoption définitive de cette loi. C'est un moment décisif. Et ceux qui se sont exprimés à la tribune l'ont dit également. Nous vivons à travers ce débat, probablement, le débat sur une des plus grandes réformes de société depuis la loi de 1974 sur l'IVG. Ce débat pourrait se résumer à 3 questions de principe. 1. L'État peut-il être mêlé à la mort d'un tiers, même par l'autorisation d'un simple dispositif ? Personnellement, je ne le crois pas. L'interdit de donner la mort est un principe absolu. Et si nous acceptons des exceptions à un principe absolu, d'autres, demain, justifieront d'autres exceptions. 2. Quelle société voulons-nous ? Voulons-nous une société du soin ou une société où la compassion se résumerait à fournir la mort sur demande, au nom de critères si peu solides que certains veulent déjà les élargir ? 3. Quand j'entre en blouse blanche dans la chambre d'un malade, je ne veux pas qu'il doute de la raison et de la nature de ma venue. Je l'ai déjà dit, mes chers collègues, j'aurais pu voter un élargissement de la loi Leonetti dans une situation exceptionnelle, ultime en conscience, mais maintenant, chacun doit savoir exactement ce qu'il va voter. Voilà. Et dans ce qui a été voté, il y a des amendements, Michel, qui quand même sont surprenants, qui ont été rejetés. S'assurer que le demandeur ne fasse l'objet d'aucune pression, qu'elle soit financière, sociale ou provenant de son entourage. Rejeter le demandeur évidemment, de l'euthanasie. Recueillir l'avis des proches de la personne qui demande à mourir en dehors de la personne de confiance qu'elle a désignée. Rejeter. Orienter la personne et ses proches vers un psychiatre. S'assurer qu'ils y aient accès. Rejeter. Ça pose question. Vous entendez les arguments de Philippe Juvin. Je sais que vous êtes favorable à l'euthanasie, Michel. Mais ce texte-là, il ne vous pose pas question. Oui, je suis favorable et j'aurais été favorable à un vrai débat. Moi, je répondrai volontiers à tout ce que dit M. Juvin, qui nous dit en gros que l'État ne doit pas s'occuper du fait de donner la mort, mais que l'État doit s'occuper du fait de laisser souffrir. Je pense qu'on aurait des choses à se dire là-dessus. Je veux bien que... Non, c'est pas ce qu'il dit. Non, c'est moi qui lui dis. Oui. Non, mais lui, il ne dit pas ça. Non, je lui dirai. L'État ne doit pas s'occuper de ce genre de choses, mais l'État quand même, c'est moi qui ajoute, là, cette fois-ci, c'est pas lui qui le pense. Okay. C'est moi qui ajoute que, dans ces cas-là, l'État laisse mourir, et ça l'intéresse quand même, la fin de vie d'un cancéreux. L'État, il met son nez dans cette affaire-là aussi, quand même. Mais il n'assure pas les soins palliatifs sur l'ensemble du territoire, l'État, hein. Non. Mais après, vous pouvez avoir des cliniques privées, des cliniques publiques, vous avez une raison d'État et vous avez la possibilité de choisir. Moi, ce que j'aimerais, là encore, c'est pas d'interdire, parce que tous ces gens-là font de la politique politicienne. Moi, je renvoie dos à dos ces gens qui disent... Pardon ? Je crois pas. Oui, je crois que c'est une affaire de conviction. Des convictions enfin, je voudrais pas dire tous pourris, etc. Mais enfin, je veux dire, les convictions chez les députés qui obéissent à ce que le parti dit qu'il faut faire, qu'il faut choisir. Il n'y a pas eu de consigne dans les partis. Moi, j'ai pas vu de discussion. J'ai vu des insultes. J'ai vu des insultes. Je vois des gens qui nous disent pas sur ce débat. Alors pour le coup, il y en a qui sont antagonisés, pas celui-là. Quand j'arrive avec ma blouse blanche, je ne veux pas qu'on imagine que en gros, on va dire à Waffen-SS qui s'en vient tuer quelqu'un. Mais si, on entend ça. Tout ça n'est pas sain. Il faut que ce soit serein, ce débat. Il faut vraiment qu'on aborde. Moi, j'entends pas parler de la souffrance
souffrance des gens qui vont mourir. Je n'entends pas parler de la volonté des gens qui veulent mourir. Je n'ai pas entendu parler... Ah oui, mais moi, il m'est arrivé d'en rencontrer des gens qui voulaient mourir. Et dans votre entourage proche. Et de faire un certain nombre de choses. Moi, je parle pas seulement théoriquement. Et il y a une façon pour les gens de faire de la politique, de défendre des principes. Je défends le principe de l'euthanasie, je défends le principe des soins palliatifs. Moi, je défends le principe des deux. Je défends la possibilité pour des gens de choisir l'euthanasie sans être traités sans que les gens qui les aident soient traités de nazis. Et je choisis aussi la possibilité de permettre à des gens d'être accompagnés jusqu'à la fin et puis même de changer d'avis. J'ai beaucoup parlé de la formule de Baudelaire qui est le droit de se contredire. Vous savez, quand on pense à sa mort et qu'on est en pleine forme et bien vivant, on n'y pense pas exactement de la même manière quand le médecin vous a dit « vous reste 3 mois à vivre ». Vous avez un cancer en stade terminal et pour vous c'est fini. Je sais bien que tous ces gens-là ont des belles théories, mais je vous assure que quand vous êtes dans la peau de celui à qui on dit cancer du pancréas, dans 3 mois vous êtes mort, on essaie de se mettre dans la tête de celui qui pense comme ça, et celui qui dit « je ne veux pas continuer à souffrir comme je souffre, aidez-moi », celui qui dira « oui, je vais vous aider », c'est pas un salaud. C'est pas un type qui arrive avec une blouse blanche en disant peut-être que je vais l'assassiner et peut-être que je vais être l'assassin. Les médecins, Michel, qui disent quand on soulage la souffrance, le désir de mort s'estompe. Oui, mais ça, c'est un élément de langage, c'est faux. Non, c'est une réalité. C'est ce qui se passe dans toutes les unités de soins palliatifs. Elle est décédée dans les conditions que peut-être vous savez. Elle a eu un cancer, elle m'a dit je n'ai jamais souffert physiquement. Jamais. Il n'y a pas eu de médicaments pour l'empêcher de souffrir physiquement, mais la souffrance psychique. Que chacun se mette dans la peau de celui à qui on dit « dans 3 mois, tu ne seras plus là. Dans 6 mois, tu seras dans un cercueil ». Il faut arrêter de dire, avec ces histoires de principe, mon parti a dit que, mon parti dit que, donc moi j'amène un amendement, l'amendement ce sera ceci, puis l'amendement ce sera cela, etc. etc. Mais la souffrance, c'est quoi la souffrance? On dit, la souffrance, si vous avez du Doliprane, vous n'avez pas envie de mourir. Avec la loi, tout est prévu par la loi maintenant. Non, mais justement, c'est ça que je déplore. C'est ça que je déplore, c'est-à-dire que l'incapacité qu'on a. Le champ des possibles est ouvert à l'infini. Oui, mais moi je pense que la France devrait s'honorer dans cette aventure, à arrêter de faire de la politique politicienne, à arrêter de faire des petits débats minables, où chacun est en train de dramatiser dans son coin en disant vous êtes des nazis, vous de toute façon vous êtes des calotins, et puis vous êtes en train Mais vous ne voyez pas une rupture anthropologique dans ce Non, ça j'aimerais que par exemple Michel Houellebecq et moi nous fassions un livre là-dessus. Parce qu'il dit partout rupture anthropologique, mais elle est où la rupture anthropologique? On donne la mort? Non, on la donne pas, on la donne à ceux qui la demandent. Il ne s'agit pas de dire on vous l'inflige. Il y a des possibilités diverses et multiples dans l'euthanasie, c'est-à-dire vous avez la possibilité d'être conscient, c'est vous qui décidez, pourquoi est-ce qu'on vous l'interdit? Vous avez aussi la possibilité, quand vous avez un accident, d'avoir les 3 quarts du cerveau qui ont disparu. Là, c'est plus vous qui devez décider. Donc, c'est pas exactement la même chose. Non. Donc, voilà pourquoi il faut serrer et il n'y a que des cas particuliers. Et les cas particuliers de gens qui disent... Donc, on ne peut pas y avoir de loi. Il faut que, dans ces cas-là... C'est pas il faut qu'il y ait une loi parce que justement, quand il n'y a pas de loi, tout est possible et tout est fait. C'est-à-dire que la rupture anthropologique, elle est dans le fait aujourd'hui que dans les hôpitaux, vous pouvez régler le problème si vous avez un copain, si vous connaissez quelqu'un. Si vous savez très bien, si vous avez un problème de dents, si vous avez un problème d'yeux, je ne sais quoi, vous dites j'ai une rage de dents. Vous dites d'accord, vous venez dans 7 mois. Et dans 7 mois, vous allez faire quoi en attendant? Et si vous avez un copain, vous donnez un coup de fil à un copain, etc. Ça se passe comme ça pour l'euthanasie. Okay. Là, on parle de l'euthanasie. Moi, je vous parle de la réalité. Je vous parle de l'euthanasie en vous disant qu'il y a des soins aujourd'hui qui sont impossibles à être donnés parce que les gens ne sont plus disponibles, les médecins ne peuvent pas, etc. etc. Et là, d'un seul coup, on dit on va s'arranger entre nous. Il faut une loi pour que ce ne soit pas les médecins qui disent on fait pas, on décide pas, ou on douce dans la famille, avec la famille dans le couloir, etc. Ou là, pour le coup, il y a des gens que l'héritage intéresse et où les choses sont pas très claires. Moi, je suis pour que les choses soient claires. Arguments. Mais simplement, je trouve que la façon dont le débat ne s'est pas mené intellectuellement, dont il ne s'est pas mené parce qu'il y a de la politique politicienne. Moi, depuis que j'ai 20 ans, j'entends parler de l'euthanasie. Et pourquoi c'est pas fait? Et pourquoi quand ça se fait dans des conditions il y a oui, mais il y a non, mais il y a l'amendement qui rend possible, qui interdit, qui peut... Qu'est-ce que c'est que cette façon de ne pas faire? Bon, Michel Onfray. Grand signe nihiliste. Moi, il n'y a pas de rupture épistémologique ou anthropologique. La rupture anthropologique, elle est dans le fait qu'aujourd'hui, selon que vous soyez puissant ou misérable, les jugements du médecin vous rendront blanc ou noir. Le point philo, on passe au point philo. On y était déjà. On y était, vraiment, on y était. Les pensées de Pascal, chef-d'œuvre de la philosophie occidentale. Alors, c'est la misère de l'homme sans Dieu. Sans Dieu. Expliquez-moi, Michel, il est encore contemporain, Pascal? Il est très contemporain. Moi, j'avais été très étonné que le pape précédent ait songé d'ailleurs à le canoniser. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui lui prend à pape François? Il n'avait pas tort, peut-être, de songer à ça. C'est un grand mystique.
mais c'est un grand philosophe en même temps. Et donc, effectivement, il y a misère de l'homme sans Dieu et félicité de l'homme avec Dieu. Il y a les deux. Hein. Misère de l'homme sans Dieu, il y a des passages terribles parce qu'il écrit magnifiquement. Des petits textes. Alors, je rappelle que c'est un texte qui n'a pas eu le temps de finir parce qu'il est mort. Hein. Donc, il n'a pas écrit des aphorismes. Il a écrit des petits bouts de papier. Il y avait des bouts de ficelle qui reliaient tout ça. Il aurait un jour fait un livre comme Les Provinciales, c'est-à-dire un livre vraiment fait. Et puis, il dit, voilà, l'homme est misérable. Il dit, notre condition humaine à nous, imaginez, vous êtes dans une cave, vous êtes enchaînés les uns aux autres, et puis vous êtes dans la nuit, il fait froid, ça dégouline de partout, mangez pas, et puis un jour on vient vous chercher, et puis on vous coupe la tête, puis on en prend un autre, et c'est ça, la nature humaine, c'est notre destin. Il dit, nous sommes dans l'ennui. Nous sommes entre deux infinis. Nous vivons entre deux infinis, l'infiniment petit, l'infiniment grand, et nous sommes rien au milieu de tout ça. Donc on a peur, on est angoissé. Il dit que quand je suis assis sur ma chaise, il y a du vide autour de moi, je suis inquiet, angoissé. Enfin, je ne connais que cette peur-là, parce que Dieu n'est pas dans ma vie dans ces cas-là. Et il dit, quand Dieu n'est pas dans ma vie, je suis dans le divertissement, notion extrêmement intéressante chez lui. Il dit, je joue au billard, je cours après un sanglier, je chasse, je danse, je fais un certain nombre de choses. Et nombre de gens se divertissent parce qu'ils sont incapables de voir leur destin, qui est d'avoir à mourir un jour. C'est ça qu'il nous dit de très puissant et de très vrai. Et donc il nous dit, si vous avez Dieu, alors vous n'êtes plus dans la misère. Misère de l'homme sans Dieu, félicité de l'homme avec Dieu. Et alors vous dites, mais Dieu, mais ça vient comment? Je crois pas. Comment est-ce que je peux croire? Est-ce qu'on peut m'enseigner Dieu? Et lui, il connaît des libertins, parce qu'il a eu le compagnonnage avec des libertins. Il a eu un jour un accident de voiture, on dirait aujourd'hui, mais enfin son carrosse est un taxi de l'époque, est prêt à tomber dans la Seine à la hauteur du pont de Neuilly, et a peur de mourir. Et puis sa sœur est quasi mourante, et puis elle est sauvée par un miracle, et d'un seul coup il dit, mais Dieu existe, à l'évidence. Mais il dit, il faut que je convertisse mes copains libertins, qui eux sont des gens de jeu. Et il y a la théorie chez lui du pari. Il dit, mes amis qui aimez tant le jeu et qui êtes libertins, pariez sur l'existence de Dieu. Vous n'avez rien à perdre et tout à gagner. Si Dieu existe, vous serez sauvés. Si Dieu n'existe pas, vous n'avez rien perdu. Donc faites-le, ce pari. Et mettez-vous à genoux, priez, et Dieu viendra. Et ça, c'est la question de la grâce. Grâce suffisante, grâce, etc. Enfin, c'est tout un débat, la question de la grâce. Parce que, vous savez, il y a des jansénistes qui nous ont dit, c'est Saint-Augustin qui rend cette idée-là possible, c'est que ça n'est pas l'homme qui décide de son destin post-mortem. Vous pouvez très bien avoir une vie de débauché totale, vous dites, moi j'irai en enfer. Non, c'est Dieu qui décide. Et si Dieu veut envoyer un libertin au paradis, et s'il veut envoyer un moine qui a une vie exemplaire en enfer, c'est Dieu qui décide, c'est pas vous. Donc vous êtes prédestinés. La prédestination, c'est la question du jansénisme. Vous savez, il y avait des crucifix. Alors, le crucifix, le Christ accueille le monde comme ça. Et les crucifix jansénistes, les bras sont en l'air parce qu'ils n'accueillent pas les hommes, Dieu. Donc c'est lui qui décide. Et c'est toute la question de la liberté, du libre arbitre. Et politiquement, le jansénisme, ça va générer d'une certaine manière, on n'a pas le temps, mais la Révolution française. Donc le jansénisme, c'est un moment extrêmement important. Pascal est un philosophe extrêmement important. C'est une prose magnifique. Et comme je sais que nombre d'entre nous sont miséreux sans Dieu, et que certains disent qu'il y a la félicité sans Dieu, je crois qu'il faut assister au débat et faire le choix. C'est comme soins palliatifs et euthanasie. Penser, réfléchir, analyser, débattre, et puis choisir et trancher à la fin. Dans ce monde où tout va tellement vite et où tout est violent, merci de nous proposer de relire Pascal. Très belle phrase que je dis souvent, qui me fait du bien. Pascal dit que le cœur de l'homme est creux et plein d'ordures. Oui, elle vous fait du bien. Oui, parce que ça console bien souvent. Bon, merci beaucoup en tout cas, Michel Onfray, c'était passionnant et je crois que nos téléspectateurs, nos auditeurs adorent ce moment, ce point philo que nous avons comme rituel chaque semaine. Merci, on se retrouve la semaine prochaine sur CNews et sur Europe 1.